À la une de l'actualité, au Sénégal, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté ce vendredi à Dakar pour réclamer une présidentielle transparente. Des touristes vietnamiens et leurs guides ont été tués ce vendredi dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Gizeh en Égypte. Et puis la justice philippine a levé ce vendredi la dernière d'une longue série d'accusations à l'encontre de l'ancienne présidente Gloria Arroyo qui avait dirigé les Philippines de 2001 à 2010. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, les électeurs sont en principe appelés demain dimanche aux urnes pour désigner leurs présidents, députés et représentants provinciaux. Avant ce scrutin de tous les dangers, le régime du président Joseph Kabila a donné 48 heures à l'Union européenne pour appeler son chef de mission dans le pays. Une réaction qui fait suite au renouvellement des sanctions européennes contre 14 personnalités congolaises, dont le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari. Suivons les propos de Jean-Jacques Mamba, analyste politique congolais. On ne peut comprendre l'acharnement avec lequel nos autorités exigent que les sanctions soient levées, c'est-à-dire permettre à nos gens d'aller à l'étranger, alors que toutes les conditions qui sont à l'étranger, si nous nous en tenons au programme de M. Kabila depuis 2001, nous devrions, si vous voulez, ne pas avoir besoin d'aller à l'étranger. Je veux dire qu'on aurait des beaux hôpitaux ici, des belles routes, des beaux aéroports, des belles infrastructures, si on ne s'en tient qu'à ces promesses. Et donc je ne comprends pas pourquoi ils regrettent ou ils fustigent le fait qu'ils ne peuvent pas aller à l'étranger, parce qu'ils ont la capacité, d'après ce qu'ils nous ont expliqué depuis une quinzaine d'années, de faire de ce pays un mini États-Unis, une mini Belgique, une mini France. Donc pour moi, cette question-là, c'est un non-sens parce que ce pays a un potentiel énorme et aujourd'hui, on ne devrait pas discuter autour de privation de visa pour la bonne et simple raison que ce pays, d'après ce qu'eux-mêmes nous ont expliqué, pouvait créer les conditions d'émergence et de modernité. Alors par rapport au deuxième volet, c'est quand même triste parce qu'il y a plusieurs rapports documentés qui montrent bien que le gel des avoirs et des sommes allant jusqu'à 500, 600 millions d'euros est une mesure qui est prise non seulement parce que ces personnes sont citées dans des crimes de droits de l'homme, mais aussi des crimes financiers. C'est quand même affligeant, je le répète, que M. Kabila ne soit quand même pas enclin à punir, si vous voulez, à faire rapatrier ou à diligenter des enquêtes pour voir qui a fait quoi, qui a pris quoi, comment est-ce qu'il l'a eu et comment est-ce que nous pouvons utiliser les fameux deniers au bénéfice ou au service de la population congolaise. Au Sénégal, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté à Dakar avec pour objectif de demander que la présidentielle du 24 février soit juste et transparente. Les précisions. La marche autorisée par le pouvoir et encadrée par la police était organisée par le Front de résistance nationale, une coalition de 16 candidats de l'opposition. Ces derniers réclament depuis des mois le départ d'Aly Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, chargé d'organiser les élections et qu'il juge trop proche du président Macky Sall. Cette manifestation intervient 2 jours après la fin du dépôt des candidatures devant le Conseil constitutionnel qui doit annoncer au plus tard le 21 janvier la liste définitive des candidats retenus. Elle intervient également alors que 2 des principaux opposants au président sortant et candidat Macky Sall risquent de voir leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Pour être candidat, il faut avoir réuni quelques 52 000 signatures, entre 0,8% et 1% du corps électoral, répartis dans au moins 7 des 14 régions du pays et ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques. Cette dernière condition risque de poser problème à Khalifa Sall, condamné en août à 5 années de prison pour escroquerie sur les deniers publics dans le cadre de sa gestion de la ville de Dakar. En prison depuis près de 2 ans, il espère voir sa condamnation cassée par la Cour suprême, dont le verdict est attendu le 3 janvier. Selon les médias sénégalais et une source proche du Conseil constitutionnel, seule une vingtaine de candidats, entre 23 et 27 selon les sources, ont finalement déposé leur dossier alors qu'ils étaient plus de 80 fin août, à affirmer vouloir se présenter à la présidentielle.
Le Ghana passe de 10 à 16 régions. C'est à l'issue de référendums dont les résultats ont été rendus publics ce vendredi par la commission électorale. 95% des électeurs ont voté pour cette nouvelle configuration territoriale de leur pays. Approuvé à 95% par plus de 2 millions de Ghanéens, le nouveau découpage administratif du Ghana est destiné à favoriser le développement des zones reculées du pays. Le Ghana passe ainsi à 16 régions au lieu de 10 précédemment. Au nombre de 6, les nouvelles régions approuvées par référendum sont celles du Nord-Ouest, Ahafo, Benno-Est, Oti, Nord-Est et Savannah. Ceci à l'issue d'un vote qui s'est déroulé jeudi dans 47 districts à travers tout le pays dans un climat apaisé. Il s'agit de la concrétisation de l'une des promesses de campagne du président Nana Akufo-Addo. L'objectif est de stimuler une accélération de la construction des infrastructures dans les régions reculées du pays. Certains analystes estiment aussi que ce nouveau découpage territorial devrait réduire la pression sur les besoins sociaux, étant donné que plus d'écoles, d'hôpitaux et d'autres services pourront plus facilement être développés d'une part, et que le gouvernement sera désormais plus proche des populations reculées d'autre part. En effet, la majorité des nouvelles régions se situent dans le nord du pays, souvent négligé en termes de développement par rapport au sud. Cet écart pourrait encore davantage se creuser dans un contexte où le Ghana a commencé à produire du pétrole au large de la côte atlantique et devrait extraire quelques 200 000 barils par jour en 2019. Allons à présent au Togo où le plus jeune parti politique de l'opposition, le nouvel engagement togolais net, a obtenu 3 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 20 décembre dernier. Ferdinand Gardé, notre correspondant à Lomé, a recueilli pour vous les impressions du président de ce parti. On le suit. Nos attentes sont partiellement comblées. Vous savez, depuis juillet 2017, le net avait fixé comme objectif d'avoir 5 députés à l'Assemblée nationale. C'était une étape. Aujourd'hui, nous en sortons avec 3 députés, avec une campagne où nous étions présents dans 13 listes, dont nous pouvons dire que le premier objectif qui consistait à devenir parti parlementaire est atteint. Nous aurions souhaité sans aucun doute avoir plus de représentants, mais il ne faut pas non plus faire la fine bouche. Nous sommes plutôt contents d'avoir eu 3 députés à l'Assemblée nationale. C'est le début d'une aventure. On ne dit pas que tous les problèmes vont disparaître avec la mise en place de cette Assemblée nationale, mais il n'en reste pas moins que nous sommes dans une démocratie où il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et l'un des pouvoirs dévolus par le peuple, c'est le pouvoir législatif. Et donc il y a des gens, il y a 91 députés qui sont à l'Assemblée nationale pour voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Les lois, je prends par exemple une loi qui est très importante, qui est la réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, là où on attend les nouveaux parlementaires, c'est de voir est-ce qu'ils vont donner corps et réalité à cette révision constitutionnelle. Et ça fera partie de notre priorité. Et c'est uniquement par ce travail-là que les gens comprendront que les choses ont changé et que peut-être, sur cette base, comprendront qu'il n'y a plus de raison d'aller manifester. Puisque les gens manifestent pour quoi? Pour la révision constitutionnelle. Les forces de sécurité se trouvent sur la scène d'une attaque à la bombe qui a tué des touristes vietnamiens et leur guide touristique égyptien au passage de leur bus près du site des pyramides de Gizeh, au sud du Caire. 2 touristes vietnamiens et un guide touristique égyptien ont été tués ce vendredi dans une attaque à la bombe au passage de leur bus près du site des pyramides de Gizeh, au sud du Caire. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a précisé que le bus transportait 14 touristes vietnamiens lorsque l'attaque s'est produite en fin d'après-midi. Suite à cette attaque qui a fait 10 blessés parmi les touristes, les forces de sécurité ont été dépêchées sur place d'après le ministère. L'Égypte a été la cible de nombreuses attaques menées par des groupes extrémistes visant essentiellement les forces de sécurité et la minorité chrétienne copte. La sécurité a été renforcée dans les sites touristiques en Égypte à la suite de ces attaques.
Au lendemain de cet attentat, les forces de sécurité ont tué ce samedi 40 terroristes dans des raids en Égypte. Ils planifiaient une série d'agressions contre le secteur du tourisme, les lieux de culte chrétiens et les forces de sécurité. A rapporté le ministère de l'Intérieur dans un communiqué qui précise que les raids des forces de sécurité ont été menés contre des combattants djihadistes présumés à Gizeh, lieu de l'attaque de vendredi, et dans le nord Sinaï. Le ministère n'a pas lié directement ces raids policiers à l'attaque de vendredi, qui n'a pas été revendiquée, mais une source sécuritaire a précisé qu'ils avaient eu lieu tôt ce samedi matin, donc après l'attentat. Hors du continent africain, réhabilitation remarquable de l'ancienne et controversée dirigeante des Philippines, alliée de l'actuel président Duterte. La justice philippine a en effet levé ce vendredi la dernière d'une longue série d'accusations à l'encontre de Gloria Arroyo. Le tribunal de Manille a rendu vendredi un arrêt suivant lequel il n'y a pas assez de preuves pour soutenir les accusations contre l'ancienne présidente philippine, Gloria Arroyo. Selon ces accusations, l'ancienne présidente aurait conspiré avec des politiciens locaux afin de truquer en 2007 les élections de mi-mandat en vue de favoriser ses alliés au Sénat. La décision du tribunal indique que devant l'échec de l'accusation à prouver la culpabilité de l'accusé, au-delà de tout doute raisonnable et malgré de nombreuses opportunités, les charges de sabotage électoral à son encontre ont été abandonnées. L'ancienne présidente de 71 ans avait dirigé les Philippines de 2001 à 2010, mais son mandat avait été entaché d'allégations de corruption massive et de fraude électorale. La chance est revenue pour l'ancienne dirigeante, alors que son allié Rodrigo Duterte est à son tour élu président en 2016. Gloria Arroyo constitue un soutien fidèle de l'actuel président philippin. Une note de sport pour finir cette édition. L'étoile sportive du Sahel a un nouvel entraîneur. Il s'agit du technicien français Roger Lemaire. Sa nomination a été annoncée ce vendredi par la direction du club tunisien. À 77 ans, Roger Lemaire prend la tête de l'étoile sportive du Sahel. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, le technicien français a signé un contrat d'1 an et demi renouvelable avec la direction du club tunisien. Il remplace ainsi le Belge Georges Likens, limogé fin novembre, soit moins de 2 mois après son arrivée à Sousse. Roger Lemaire, qui avait remporté en 2014 la Coupe de Tunisie avec l'étoile sportive du Sahel, débarque à nouveau en Tunisie pour, selon ses dires, participer à la finale de la Coupe de Tunisie et de la Coupe arabe. Adjoint d'Aimé Jacquet lors du Mondial 98, le nouvel entraîneur de l'étoile sportive du Sahel avait été sacré champion d'Europe avec les Bleus en 2000, avant d'être démis de ses fonctions après le fiasco de la Coupe du Monde 2002, soldée par une élimination au premier tour. Roger Lemaire avait ensuite pris ses distances avec le football français, dirigeant tour à tour la Tunisie de 2002 à 2008, le Maroc de 2008 à 2009, puis différents clubs en Turquie, Algérie et Tunisie. Avant de rejoindre Sedan début 2016, il n'avait plus entraîné depuis 2014. Signalant que l'étoile sportive du Sahel occupe actuellement la 6e place sur 14 du championnat de Tunisie. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.